entre 1942 et 1944. Pourquoi avoir construit un quartier général ici? Tout simplement, après le débarquement de Dieppe, en août 1942, Hitler sait qu'il va être obligé d'affronter l'ouverture d'un second front à l'ouest. Les accords qui ont été passés entre les Russes et les Anglo-Américains et les Français libres se sont mis d'accord pour que les Alliés déclenchent un débarquement à l'ouest, donc sur les côtes françaises, pour soulager le front Est, mais surtout pour diviser l'armée allemande en deux. Au mois de septembre 1942, Hitler demande que le site qui a déjà été choisi et aménagé à partir d'avril 1942, c'est-à-dire le tunnel de Vauxhallon, qui a été préparé pour accueillir le train spécial d'Hitler, le Führer Sonderzug, l'entreprise Siemens y a installé 2 grosses portes blindées à chaque entrée. Alors ce sont des portes blindées coulissantes. Il demande qu'autour de ce tunnel soit construit un poste de commandement blindé. Une quinzaine d'entreprises allemandes vont être sous-traitantes de l'organisation TOT pour construire le W2. Alors pourquoi ce site? En plus du tunnel, à l'époque, il existe déjà une ligne à haute tension. Donc on a de l'énergie électrique à haute tension. Ensuite, on est dans une vallée riche en sources. Donc on a de l'eau en grosse quantité et facilement captable. De l'eau qui va servir à la construction du béton. On a la ligne de chemin de fer Lens-Paris, avec la gare de Soissons et la gare de Lons, qui sont 2 gros centres de triage du nord de la France. On a aussi le canal de Loise-Allen qui passe à 5 km d'ici, qui va permettre aux Allemands d'amener des granulats, des Vosges allemandes et du Rhin, puisque le sable de la vallée de l'Aisne n'est pas assez dur pour construire le béton aux normes allemandes. Ici, c'est du granit concassé qui a été utilisé. C'est le même qui sert à faire le ballast SNCF actuellement. On a aussi le réseau secondaire, puisque les sociétés sucrières ont construit un petit réseau de chemin de fer, ce qu'on appelle les lignes à betterave, qui permettent d'alimenter les sucreries au moment des campagnes. Les Allemands vont utiliser ce réseau secondaire en l'étoffant, en l'améliorant, pour construire le W2. Le W2 fait une superficie de 90 km². Dans un rayon de 6 km autour du bunker d'Hitler, vous avez 475 bunkers qui ont été construits en 18 mois par 22 000 ouvriers. Alors les ouvriers, c'est des prisonniers de guerre, des prisonniers de droit commun, des requis du STO et des volontaires. Ces ouvriers sont pris en charge par les entreprises allemandes qui ont sous-traité avec l'organisation TOT la construction. Mais ces ouvriers, pour ceux qui sont payés, parce que les prisonniers de guerre, on ne les paye pas, hein, ceux de droit commun non plus, sont payés par le gouvernement français. Tout ça, ça a été payé par la France, puisque ça a été payé par les dommages de guerre qu'on devait à l'Allemagne. La France avait perdu la guerre, mais elle devait payer l'Allemagne pour être occupée. Chaque jour d'occupation coûtait 200 millions de francs, valeur or à la France. Mais comme la France, en 1940, avait évacué son stock d'or en Afrique du Nord, aux Antilles et au Canada, eh bien, le gouvernement de Vichy, pour payer ce dommage de guerre, a mis à disposition de l'Allemagne son industrie et sa population. Ah bah oui, c'est pratique ça. Voilà. Sachez une chose, c'est qu'à partir de à partir de septembre 1942, le chômage est interdit en France. C'est une belle loi, ça. Toute personne de 15 à 60 ans doit fournir un travail utile au redressement national. Aider les Allemands à construire le mur de l'Atlantique fait partie du redressement national. Elle n'est pas belle celle-là ? Les Allemands vont utiliser 250 000 mètres cubes de béton pour construire ces 475 bunkers. Le quartier général par lui-même fait 110 hectares. Il est divisé en 2 parties. Partie casernement intendance et partie état-major où on se trouve ici. Pour protéger ce quartier général, il y a 2 ceintures de protection. La première équipée de bunkers de combat
Vous en visiterez 2 tout à l'heure, à la fin de la visite. Et une deuxième ceinture qui est équipée de canons anti-aériens. Il y a 21 positions légères et 9 positions lourdes de DCA. Il y a plus de 100 pièces d'artillerie qui défendent le W2. Il y a plus de canons sur 90 km² ici qu'il y en avait à Berlin en 1945. Vous voyez ? Bon, Berlin est beaucoup plus grand, mais... Les Allemands, pour construire vite, vont standardiser les constructions. Ça veut dire qu'ils vont fabriquer des plans types. Ils ont besoin d'un bunker de défense anti-aérienne. Ils vont inventer le L1, L2, L3. Bunker d'infanterie, le 105 que vous visez tout à l'heure, ou le 621. Ça leur permet d'avoir un plan type. Et lorsqu'ils commencent la construction, ils sauront exactement ce dont ils auront besoin. Nombre de ciment, de sable, de fer, d'acier et compagnie. Ils vont inventer fin 1940 les Regelbotten, les bunkers baraques, ce que vous avez derrière vous. Au début, les quartiers généraux sont construits en léger, ce qu'on appelle en léger, ce sont des baraquements légers, baraquements en bois. Mais rapidement, on s'aperçoit que ces baraquements sont à la merci des bombardements, donc il faut les abriter. Le général Schmoon va avoir l'idée de construire une carapace de béton autour. Alors au début, on fabrique des gros murs de briques autour de ces baraquements, mais après on va avoir l'idée de faire l'inverse. On va déjà construire les murs en béton, construire une baraque en bois à l'intérieur, et après installer une toiture renforcée. Alors les toitures, ce sont des poutres en béton précontraint, en forme de T, qui sont ensuite liaisonnées par une chape en béton. Lorsque c'est fait, on gazonne la toiture pour le camoufler, on peint les murs en ocre, en brun ou en noir, et on va tendre des kilomètres carrés de filets de camouflage pour rendre tout invisible. Les routes sont en béton, ces routes-là sont d'époque, elles sont prévues pour le passage d'engins lourds, et toutes les routes qui ne sont pas camouflées sont peintes en vert. Lorsque les Allemands ont besoin d'un bunker plus grand, eh bien on va en mettre 2, 3 ou 4 comme ici. Alors ce bunker a une forme un peu spéciale, à votre avis pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour qu'ils suivent le mouvement de la colline. Si vu d'avion, vous avez une colline qui est arrondie, tracez une ligne droite en plein milieu, ça va se voir comme le nez au milieu de mon visage. Par contre, si la ligne, elle suit le mouvement du terrain, ça s'intègre dans le mouvement. Wow. L'avantage de construire à fond de colline, ça permet d'économiser de l'échafaudage. La ligne de chemin de fer qui va alimenter ce chantier arrive de l'AFO, où il y a des stocks de matériaux. La ligne descend pente douce dans la colline. Les Allemands vont terrasser une plateforme, y installer les bétonnières, ils vont construire en contrebas les gros Schutzbunkers qui sont derrière, des bunkers avec des murs de 4 mètres d'épaisseur. Et quand c'est fini, on met les bétonnières sur ces abris antiaériens et on construit les Regelbotten devant. C'est ultra moderne pour l'époque. Vous avez à l'intérieur de ces bâtiments chauffage central, eau chaude, eau froide dans chaque bureau, il y a un lavabo dans chaque bureau. Vous avez le téléphone, la climatisation. Les bunkers ont l'air climatisé. Wow. Alors, c'est pas climatisé comme maintenant. C'est-à-dire que l'air passe dans les conduites d'air. Vous avez des radiateurs qui permettent de tempérer l'air et éviter de déshumidifier l'air. Voilà. Vous avez des WC à chasse d'eau. Les Français font encore caca dans la cabane, au fond du jardin. Mais les Allemands, ici, il y a 2 stations d'épuration qui fonctionnent toujours. Ils sont dans les bois là-bas, elles fonctionnent toujours. Les bâtiments sont branchés au réseau civil, PTT et électrique, mais il y a tout un réseau électrique et téléphonique qui va être enterré et qui va rayonner dans toute l'Europe. En 15 minutes de ce bunker-là, Hitler pouvait avoir n'importe quel endroit de la zone envahie par les Allemands. Ça s'appelle la ligne Blitz. Pour ceux qui sont dans le Soissonnais, il y a des travaux sur la 31 entre Soissons et Reims. Là. Eh bien, il arrive quelquefois que les gars, en creusant, trouvent des gros câbles en acier, comme ça. Eh bien, c'est le réseau téléphonique qui part d'ici, qui va jusqu'à Reims et ensuite repart sur Metz. Et il a fonctionné jusque dans les années 70, ce réseau. En plus de ça, c'est que la zone va être évacuée en mars 1944. 8 villages qui sont intégrés dans le périmètre de sécurité va être évacué début mars 1944 et avril 1944.
Et c'est le 629e bataillon de la division Großsturm, à vos souhaits, qui va venir s'installer ici. Il faut 1500 hommes pour équiper les 475 bunkers. Alors vous avez de la défense antiaérienne, de l'infanterie, de la défense anti-char, du sanitaire, de l'intendance, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour qu'une armée puisse vivre là. Le site est pris en charge début mars 1944 par l'armée allemande et le site sera abandonné dans la nuit du 28 au 29 août 1944. Voilà. C'est une véritable fourmilière qui va s'installer ici pendant 18 mois. Puisqu'on travaille jour et nuit et à mi-temps, 2 heures par jour. Alors, les ouvriers sont pris en charge par les entreprises allemandes. Alors, ils sont très mal nourris. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs STO qui ont travaillé ici. Ils nous ont dit que, comme ils disaient à l'époque, on la saute. Ça veut dire qu'ils crevaient de faim. Ils avaient des très bons salaires, puisque M. Jouron et M. Poulard me disaient que le salaire d'un STO ici, ou d'un requis, c'était le salaire civil multiplié par 2, voire 2 fois et demi. Mais avec cet argent-là, ils ne pouvaient rien acheter, il n'y avait rien à vendre. Puisque tout était réquisitionné par les Allemands. Petit exemple. Vous êtes une petite grand-mère, vous avez 4 poules dans votre poulailler, eh bien vous devez donner 4 œufs aux Allemands tous les jours. Le jour où une poule ne pond pas, vous avez 9 francs d'amende. Donc le jour où il y en a une qui pond 2 fois, eh bien, on garde l'œuf de côté. Voilà. Donc c'est vraiment très surveillé. Par contre, il n'y a pas de troupes de soldats allemands qui surveillent les chantiers. Tout est surveillé par les entreprises allemandes. Donc vous aviez des salariés allemands qui avaient un uniforme spécial, ce sont des uniformes marrons, qui ressemblent à l'uniforme allemand, ça s'appelle les uniformes de la TOT. Et c'est eux qui gèrent les ouvriers français. C'est simple, le matin on fait l'inventaire, ils ont une liste, Paul là, Marcel il est là, Louis absent. On va prévenir la gendarmerie pour savoir pourquoi Louis n'est pas présent. Si c'est une maladie, il faut qu'il justifie, sinon on lui supprime ses tickets de rationnement pour la journée. Pas travailler, pas manger. D'accord ? Et si c'est un réfractaire STO, il est recherché, et s'il est pris, c'est le travail forcé. Donc là, il passe de requis du STO payé à prisonnier de droit commun, travail forcé. Et la plupart du temps, c'était direction de l'Allemagne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dessus? Il n'y a pas de la préfecture de la perception de 60. Il a récupéré une fiche de paye de C'est STO. par le percepteur. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à l'intérieur de ces bunkers baraques, il y avait des baraques en bois qui ont été construites. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais le site va être utilisé par l'OTAN dans les années 50-60 et l'OTAN va avoir des problèmes d'incendie à cause de ces baraquements, donc ils vont tout démonter et construire des murs en briques sèches comme vous pouvez voir actuellement. Sauf dans ce bâtiment-là, ils vont installer des gros climatiseurs ici, parce que le problème des transmissions modernes, c'est que ça chauffe. Donc il faut climatiser les bunkers, sinon il fait 80 degrés à l'intérieur. Et donc ils vont installer des climatiseurs, et ici ils vont garder une cloison d'époque parce que c'est un bon isolant phonique. Et c'est la seule cloison d'époque qu'il reste, voilà. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas un idiot un jour qui foute le feu. Voilà, vous pouvez la voir ici, là, elle est peinte en vert. Normalement, tous les lambris, dans tous les bunkers et les baraquements, sont en bois brut. Alors, on sait pas préciser ça. Parce qu'ici, refuse qu'on traite le bois à cause des intoxications, parce que le seul traitement qui est efficace à l'époque, c'est le cyanure. Ce sont des traitements à base de cyanure. Donc, il ne veut pas que ces soldats soient empoisonnés. Voilà. Donc, c'est toujours du lambris brut. Voilà. W2. 1944, construction du W2. Découverte du W2 par les Américains le 1er septembre 1944. Les Américains sont rentrés ici après la libération de Soissons le 29 août 1944 sans combattre. Il n'y a pas eu un coup de feu qui a été tiré par les Alliés pour prendre le W2. Un soldat allemand sera tué à Margival par un résistant. Un pauvre soldat qui sortait d'un bunker les mains en l'air, malheureusement il va prendre une décharge de chevrotine. Voilà. 1944-1948, ce sont des troupes noires américaines qui viennent stationner ici. Ce sont des troupes qui sont chargées de démilitariser la région.
puisqu'il faut évacuer les milliers de tonnes de matériel que les Américains ont amené et les centaines de tonnes que les Allemands ont stockées un peu partout dans la région. En 1948, l'armée française va reprendre les installations en charge. Depuis 1944, dans la partie casernement, s'est installé le DAN. C'est la défense aérienne nord, puisque les aérodromes allemands de la région sont récupérés par l'US Air Force, qui va installer ici ses escadrilles d'attaque et tactique en cas de déclenchement de Troisième Guerre mondiale. Puisque vous savez qu'après la capitulation allemande, s'installe la guerre froide entre les Russes, le pacte de l'Est, et les Alliés. En 1948, jusqu'en 1948, jusqu'en 48 à 52, va venir s'installer ici des PFAT, personnel féminin de l'armée française. C'est un centre de formation où pendant 3 semaines, ces jeunes filles vont être formées avant de partir en Indochine. Donc on leur apprend tout ce qu'une femme soldat doit savoir faire. Le ménage, la couture, non, tout ce qu'une femme soldat doit savoir faire. Faire à manger, ça c'est sûr. Soigner les blessés, conduire un véhicule, réparer un véhicule, changer des pneus, plier des parachutes, réparer du matériel de transmission, apprendre à transmettre, se servir d'une arme. Voilà. Et pendant 3 semaines, elles sont là en formation, et au bout de 3 semaines, elles sont ventilées dans des régiments qui partent en Indochine. En 1952, le poste de commandement de l'OTAN, qui se trouve à Fontainebleau, est à la recherche d'un poste avancé où ils pourront installer un centre de transmission guerre. Puisque le bunker de Fontainebleau est trop petit pour accueillir les 3 états-majors, la marine, l'aviation et l'armée de terre. Et comme ils savent que le DAN est installé ici, qu'ils connaissent les installations, ils décident de moderniser les infrastructures. De 1952 à 1966 va être dépensé des milliards de dollars de modernisation. Ça va être un chantier sans fin. Alors pourquoi? Parce que la technique de transmission est modernisée constamment. Donc du matériel qui est moderne aujourd'hui est obsolète demain, qu'il faudra modifier. C'est comme votre téléphone. Vous allez acheter le dernier iPhone à 1400 € demain, dans 6 mois il est périmé. En 1960, le site est classé opérationnel. Donc il devient zone ultra secrète. En 1966, la France, sous l'impulsion du général de Gaulle, décide de quitter l'OTAN. Du jour au lendemain, on devient des traîtres pour les Alliés, puisqu'on refuse de faire partie de l'organisation nord-atlantique. Et l'OTAN va quitter le W2. Et avant de partir, toutes les installations vont être sabotées. Ça veut dire qu'il n'y a aucune armoire électrique qui va avoir un bout de fil qui va rester intact. Tout va être coupé, saboté. Les gros émetteurs vont être démontés, les câblages, les lignes téléphoniques vont être détruites, de manière à ce que, au cas où les Russes envahiraient la France, ils ne puissent pas se servir du réseau. Et tout ça, ça va pourrir et ça sera démonté en 94-95 par des ferrailleurs. 66-68, le site est gardé par l'armée française, mais pas utilisé. 68, l'armée française transforme le site en centre d'entraînement commando, et jusqu'en 88, il va être formé 80 000 commandos sur le site. Engagés volontaires, militaires de carrière et appelés du contingent. Et ce village est construit en 71, inauguré en 72, et il sert à l'entraînement des commandos. C'est le village de Saint-Raoul. Et ici, vous avez le monument aux morts qui se trouve au milieu du carrefour. Et sur ce monument, sur une plaque de bois, était gravé le nom de tous les officiers supérieurs qui ont commandé le W2. Ça fait boum? Ouais. Voilà. 1988, le camp de Margival est rétrocédé au 6-7 de Soissons, qui va en faire un centre d'entraînement. En 90, l'État français installe ici le 11e choc, c'est le 11e bataillon parachutiste de la Légion étrangère, et ils vont en faire un centre d'entraînement ultra secret, puisque le 11e choc, c'est les agents secrets de l'armée française, c'est les troupes spéciales.
Et jusqu'en 93, eh bien ici, ça va être verrouillé, mais par contre, ça va péter toute la journée. Les gens se plaignent parce que les entraînements font beaucoup de bruit, les hélicoptères qui passent tout le temps, les explosions, voilà. Et en 96, après avoir fait 800 millions de centimes de travaux de modernisation, l'armée française soude les portes et les volets et le site est mis en vente. 15 jours après la fermeture qui a lieu le 1er novembre 1993, les camionnettes blanches et les ferrailleurs arrivent ici, c'est la foire à la ferraille. C'est des millions d'euros de cuivre, d'aluminium qui vont être volés, de ferraille. Et en 2000, l'État s'aperçoit que le site est invendable parce qu'il est complètement ruiné, il est en friche, à l'abandon. Et il décide de rétrocéder le terrain aux communes qui sont propriétaires limitrophes. Donc ici, La Faux, Margéval et Neuville. Voilà. Et les premières journées du patrimoine sont faites en 2005. On descendait de La Faux à pied, par un petit chemin en gibier. Là, moi, je suis passé avec ma femme et mon fils la veille avec un coupe-coupe pour couper les ronces. Hein, puisque la route était dans le même état que ça. Hein. Vous voyez, en 2006, on fait les deuxièmes journées du patrimoine. 2007, on crée l'association. Février 2008, la commune fait abattre les milliers de peupliers qu'il y a sur son territoire. Et les bûcherons vont dégager les routes au bulldozer pour évacuer le bois. Si ça n'avait pas été comme ça, on n'aurait jamais eu les moyens de faire venir un engin pour défricher les routes. Hein. C'était énorme. Un bulldozer, c'est 150 € de l'heure. Hein. Notre premier budget, c'était 80 €. Hein. Et avec, on a acheté un petit groupe électrogène pour avoir de l'électricité. Donc, le fait que les bûcherons dégagent les routes, ça nous a permis d'accéder avec les visiteurs directement sur le site. Et depuis 2007, eh bien, on organise des visites guidées gratuites de mars à septembre. Voilà. Et tous les ans, les journées du patrimoine. Et tous les ans, je dis qu'il y aura moins de monde, et tous les ans, on bat des records. Donc, je suis un mauvais prophète. Voilà, on va continuer. Vous avez des questions? Non? Gendarmes, aux pompiers et à une association d'ONG de venir s'entraîner. Voilà. Donc, l'avantage des pompiers et des gendarmes, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes indésirables. Parce que les gendarmes viennent presque toutes les semaines faire des exercices, sans prévenir personne. Donc le village sert aux pompiers aussi. Alors les pompiers sont amusés à faire des trous dans les fenêtres, vous voyez, dans les murs. On leur a demandé gentiment d'arrêter parce que ça fragilise les constructions et on ne voudrait pas qu'il y ait des accidents. Mais ici, moi j'ai eu l'occasion de descendre sur une échelle, une opération de secours là, du 3e étage. Voilà. J'ai participé à un exercice. C'est pas mal, hein. Ça m'amuse bien. Ouais, l'échelle, elle est sur le côté là. On va jusqu'en haut. Et là, pour l'exercice, ils utilisent ce tube-là pour monter en haut. Donc ça, c'est réservé aux pompiers. C'est un bâtiment qui est réservé pour eux, pour les exercices. Le Führer Bunker. Malgré que ce soit le bunker qui a été construit pour accueillir le chef du Reich, il n'a aucune protection supérieure aux autres bunkers. On a des Regelboten de 60 cm d'épaisseur et des Schutzbunker de 4 mètres. La seule chose, c'est que les 2 Regelboten qui ont été construits avec cette forme un peu spéciale et cette entrée qui représente la chancellerie du Reich, la cour d'honneur de la chancellerie du Reich. À Berlin, la nouvelle chancellerie que Speer avait fait construire pour Hitler, la cour d'honneur, vous aviez 3 grosses portes de bronze et 2 colonnes de marbre. Donc c'est pour faire rappeler ça, mais aussi rappeler la porte de Brandebourg. Hein. Voilà. Hitler n'est venu qu'une seule journée ici. Il a passé 12 heures ici. Il arrive le 17 juin 1944 à 8 h du matin, il repart le soir à 20 h. Plusieurs hasards de l'histoire vont avoir lieu ici le 17 juin. Hitler arrive à 8 h du matin en voiture blindée. Son avion qui est parti de Berchtesgaden le 16 au soir a atterri à minuit à Metz et il a fait la route en voiture blindée. Normalement,
Dans le protocole de sécurité du W2, le Führer aurait dû atterrir soit à Juvincourt, soit à Couvron, soit à Samoussy. Par hasard de l'histoire, le 16 juin à 19h30, l'US Air Force bombarde tous les aérodromes de la région et toutes les gares. Donc il ne peut venir ni en avion, ni en train. Et il atterrit à Metz et il fait la route en voiture blindée. Il va mettre 8 heures pour faire 250 km. Alors pourquoi ? Eh bien, comme les ponts et les gares, tout ça sont sabotés, il faut attendre quelquefois qu'on rebouche les trous ou qu'on reconstruise des passerelles. Il arrive à 8 heures du matin, il va s'installer dans la salle de conférence qui se trouve à ma droite. Alors, tout ce bunker a brûlé, donc il n'y a plus rien à voir dedans. On est en train de réhabiliter l'abri antiaérien. Il a convoqué Rommel et von Rundstedt pour une réunion d'état-major. Il ne les a pas convoqués de plein gré. Il a reçu un rapport de Rommel très pessimiste qui l'oblige à les convoquer pour redresser la situation. Depuis 11 jours, les Allemands n'arrivent pas à repousser les Alliés à la mer, et Hitler est convaincu, c'est parce qu'on n'obéit pas à ses ordres. Donc il convoque les deux feldmaréchaux pour remettre les pendules à l'heure. Avancez un petit peu, s'il vous plaît. Avancez, avancez, avancez. Allez pas vous faire shooter. Hein. J'ai pas envie de me servir de la trousse de secours. À 3h30 du matin, le 17, Rommel, qui rentre d'inspection en Normandie, apprend qu'il a rendez-vous ici à 9h du matin. Donc il a juste le temps de se changer, de prendre une douche et de remonter en voiture pour arriver ici. Il arrivera en retard. Lorsqu'il arrive après 9h, il rentre dans le bunker de conférence. Hitler est assis à la table des cartes. Von Rundstedt est déjà là, avec le général Blumentritt. Et Hitler va les accueillir d'un salut strict et glacial, dit Speidel. Speidel, c'est le général, le chef d'état-major de Rommel. Tout de suite, la conférence commence. Donc vous imaginez, Hitler qui est de très mauvais poil, il n'a pas dormi, il est venu de force, on l'a obligé à venir, ça ne lui plaît pas d'être ici. On est à 250 km de la Normandie, la région a été bombardée la veille, il a vu les résultats du bombardement pendant le trajet. Donc il est très mauvaise humeur. Et tout de suite, il va y avoir un affrontement entre Rommel et Hitler. Hitler va reprocher à Rommel d'avoir laissé ses troupes endormies au moment de l'attaque. Hein. Il va l'accuser de ne pas avoir obéi à ses ordres, de ne pas avoir déclenché les contre-offensives aussi énergiquement qu'il aurait voulu. Ce qu'Hitler ne veut pas croire et qu'il ne veut pas comprendre, c'est que la puissance aérienne alliée est telle qu'aucune division, aucun soldat allemand ne peut bouger en Normandie 2 jours sans être attaqué. L'aviation alliée est tellement puissante que le moindre véhicule allemand qui est sur une route est automatiquement mitraillé. Rommel apprend au Führer que 45 divisions alliées ont été débarquées en Normandie. Hitler lui dit « Vous êtes fou, Rommel, vous êtes fou. Comment ont-ils débarqué 45 divisions? Vous vous imaginez, on ne peut pas débarquer sur du sable. » Les Allemands n'ont jamais pu, jusqu'au 17 juin, envoyer un avion en reconnaissance au-dessus de la Normandie. Et ils ne savent pas que les Anglais ont amené 2 ports artificiels, les Mulberries, à Aromanche et Saint-Laurent-sur-Mer. Ces ports artificiels en béton, qui ont été installés, ont une capacité de déchargement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par jour. Ça va être les plus grands ports du monde jusqu'en juillet 1944. Toute la matinée, Rommel et von Rundstedt vont essayer de faire comprendre au Führer que la seule solution en Normandie, c'est de replier l'armée allemande derrière l'Orne et la Vire, de manière à réduire la longueur du front, de mettre les divisions de Panzer qui sont au front depuis le 6 juin au repos, et de déplacer rapidement les renforts de la 15e armée et de la 9e armée, de manière à prendre les Alliés à revers. Et Hitler, toute la journée, va dire « Nein ». La seule chose qu'il va accepter, c'est de déplacer la 77e division d'infanterie qui se trouve au Mont-Saint-Michel et l'envoyer à Cherbourg pour renforcer le port de Cherbourg. C'est la seule chose qu'il va faire. La Réunion ne va avoir aucune incidence sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne va pas accélérer la victoire allemande, ça ne va pas ralentir l'avancée des Alliés, rien du tout. Ils ne seraient pas venus ici
ça n'aurait rien changé. Voilà. À midi, le Führer et tous les généraux, les officiers vont monter au chalet qui se trouve construit sur une terrasse au-dessus du bunker. On ira tout à l'heure à l'emplacement parce que le chalet n'existe plus. Vers 12h30, 13h, une alerte aérienne va être déclenchée puisque des avions alliés viennent rebombarder ce qui a été bombardé la veille. Et comme la gare de Soissons est à quelques kilomètres, la gare de Lens aussi, on demande au Führer de s'abriter dans son bunker anti-aérien. Donc ils vont redescendre et ils vont aller dans le gros bunker où on va aller tout à l'heure. Alors, vous êtes nombreux. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous laisser rentrer à l'intérieur. La moitié du groupe, vous allez pénétrer à l'intérieur. Hein, le guide va... Pascal, tu vas... Vous allez faire des photos à l'intérieur. Quand vous avez fini, vous ressortez. Je fais rentrer le deuxième groupe. Et quand tout le monde est ressorti, je continuerai mon commentaire. Parce que sinon, il y en a qui vont avoir du zig et les autres qui vont avoir du zag et ça ne va pas le faire. Voilà. Donc la moitié, ici. Pascal va vous emmener. Voilà. Vous attendez les autres. Alors, c'est de dépolluer le bunker parce que là, tout a brûlé. Donc à l'intérieur, c'est un brûlé de charbon. Le béton du plafond est tombé par terre. Voilà, c'est une ruine. Il reste juste la cheminée qui a beaucoup souffert quand même. Donc ça serait de dépolluer et de le reconstruire comme il était à l'époque, donc tout en bois. Le problème, c'est que faut trouver déjà quelqu'un qui a beaucoup de sous. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis ensuite, d'avoir les autorisations de le faire. Voilà. Parce que restaurer le bunker d'Hitler en France, c'est pas encore bien vu. Ah, voilà. Ah ouais, c'est nul. C'est l'histoire de France. Je crois qu'il n'y a aucun homme politique qui mettra sur son CV je restaure le bunker d'Hitler. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Voilà, d'accord. Voilà. Mais qui sait qu'un jour peut-être. Voilà. Les Allemands plutôt. Les Allemands plutôt. Non plus. Et je vous dirais officiellement, si les Allemands me proposaient de restaurer le bunker d'Hitler, je serais le premier à dire non. Voilà. Parce que ça serait... On a quelqu'un un jour qui est venu, un Américain, qui fait partie d'une très grosse association israélite américaine, et qui nous a dit, je vais en parler, et si je peux vous aider, je vous contacterai. Et puis on n'a jamais eu de nouvelles. Et l'Europe va essayer ou ça m'intéresse pas de passer des heures sur un ordinateur à faire des dossiers pour rien. Là, c'est trop de boulot. Peut-être qu'un jour, hein, il suffit d'avoir des sous. Hein, voilà. Le jour où on aura des sous sur le compte en banque, on lancera l'opération. À l'auto. À l'auto du patrimoine, voilà. Stéphane Bern. Oui, Stéphane Bern. À mon avis, Stéphane non plus, si je m'étais porté candidat. Hein, voilà. Non. Pour l'instant, lorsque j'ai créé l'association, j'ai rencontré un résistant qui a œuvré sur le site en 1944. Il m'a dit la France n'est pas encore capable de digérer ce qui s'est passé. Parce que la génération qui a participé à ça et qui a connu ça n'est pas encore partie. Voilà. Il faut que la France digère. Oui, mais oublier l'histoire, c'est de la répéter plus tard. Voilà. Oublier, c'est laisser le droit à d'autres de recommencer. Bah, exactement. Voilà. On va avancer jusque là-bas. Sur les plans que l'on a récupérés, c'est deux fenêtres. Là, c'est la chambre du Führer. La fenêtre ici, c'est son bureau. Alors, c'est un tout petit bureau. Hein. Les deux fenêtres d'après, c'est la salle de travail. Et les trois premières fenêtres, ce sont trois petits bureaux pour les aides de camp. La salle de conférence se trouvait de l'autre côté. Derrière la salle de conférence, il y a un office, donc une petite arrière-cuisine, une cuisine, des sanitaires, une réserve et derrière une buanderie. Entre les deux bunkers, il y a un couloir par souffle avec un escalier à chaque bout. C'est un couloir débouchant qui n'est pas fermé. Alors, il y a juste une cotte de maille, un rideau fait avec des chaînes à chaque entrée pour arrêter les projections de cailloux en cas de bombardement. Donc le souffle pénètre à l'intérieur et ressort de l'autre côté. Au milieu du couloir, il y a un sas avec deux portes blindées étanches
Ils vont être fermés lorsque le fuyareur aura pénétré à l'intérieur, on va les fermer. Hein. Ces portes-là, ne jouez pas avec, ce sont des portes à 2 battants. Ça veut dire que si des pierres bloquaient la porte du bas, on pouvait toujours ouvrir la porte du haut. Ne jouez pas avec parce qu'elle fonctionne très bien. Si vous mettez vos doigts entre les deux, le morceau va rester derrière. C'est des vraies guillotines. À chaque porte, il y a un PACF, un piège à con français. Il y a une marche, elle n'est pas haute, elle est haute comme ça, mais si vous la ratez, vous allez faire boum dans le béton. Et le plafond est bas, il y a une grosse poutre en acier en haut. Donc faites attention à chaque porte, regardez par terre et baissez la tête. Okay. Alors à l'intérieur, je vous laisse faire des photos. Hein, vous allez voir, on a fait une reconstitution de la salle de conférence. La salle des ventilateurs a été remise en état. Il y a le standard téléphonique, voilà. Vous avez des panneaux avec les photos de ceux qui sont venus s'abriter dans le bunker. Vous avez des images du bunker avant qu'il ne soit modifié par l'armée française. Je vous laisse faire des photos et après on ressort et on repartira en visite. Février 2007, l'année où on a créé l'association. Sur le pilier, on avait mis une pancarte. Dessus, c'était marqué « Vous êtes devant un monument historique qui a été construit par la souffrance de travailleurs forcés de 1942 à 1944. Et la semaine d'après, ils brûlaient. » Alors, on avait fermé les portes, on avait soudé les portes de l'entrée, mais là, ici, on avait laissé un petit passage parce que on s'est dit, si on le ferme complètement, tout va être broyé pour rentrer dedans. Et on n'aurait pas dû. Ils sont rentrés dedans, ils ont allumé la laine de verre de l'isolation moderne et ça a brûlé pendant 2 jours. Voilà. Alors le problème, c'est que la chaleur, les portes d'entrée sont montées à 800 degrés. Les pompiers avaient un laser et il a brûlé pendant 2 jours. Les pompiers m'ont montré 800 degrés, je dis c'est pas possible, mais si. Et la chaleur a dilaté le fer à béton dans le béton et vous voyez, il s'est fissuré. Il y a de la fumée qui sortait des fissures. Ah, je vois, il a changé de couleur le béton. Il n'y a plus de mousse par rapport à l'autre. Ça veut dire que ça a dû... Alors celui-ci a été juste enfumé. Ouais, il fait moins chaud. Alors, là, il y a les fissures sur le mur. La peinture des fenêtres a fondu, bon, on le voit bien. Donc le béton a changé de couleur. Alors là, quand les pompiers ont réussi à ouvrir une porte, ils ont fait venir un caméraman de la caserne de Soissons parce qu'à l'intérieur, il y avait des flashovers. Ça veut dire que la température, il n'y avait pas beaucoup de flammes, mais la chaleur était tellement dense que la fumée, c'était impressionnant à voir, la fumée montait au plafond, faisait un rouleau, s'enflammait et redescendait. Et ça faisait... C'est impressionnant. Tu me mords pas. Alors, quelquefois, on entendait des explosions aussi. C'était pas les explosions de munitions, c'était le béton qui se dilatait et par compression, il pète. Ah, okay. Et vous avez des plaques à l'intérieur, vous avez des plaques de béton comme ça qui sont tombées du plafond. C'est-à-dire le béton entre le plafond et les premiers fers à béton, tout ça c'est tombé. C'est bon, tout le monde est sorti? Non. Alors, dans le bunker d'Icler, enfin le gros PC. Donc Iker s'est journé 18 heures. Ok. Là, la fameuse marche. Donc on se pense dans cette marche-là et on se tape le mur en face. Ah bah, il y a encore les filtres. La grille. Ok. Oh, la salle de bain, elle n'a pas souffert. Ah, ce fameux clin. Ah non, ça c'est reconstitué, ça c'est pas d'époque. Alors là c'est le coffre électrique. Oh, ça doit être récent, ça. Dans les années 50, je pense. Ok. Les repérages.
Il y a encore la plaque. Ça, c'est la salle de cravate. Donc là c'est l'endroit pour aérer et puis bon, c'est la clim. Alors, je sais pas si c'est vraiment d'époque. Hein. Peut-être, je pense. Mais... L'ancêtre de la fusée pour aller sur la Lune, elle vient d'ici. En fin de compte, c'est les Allemands qui nous ont aidés à aller sur la Lune. Enfin, qui ont aidé les Américains. C'est pas ma faute. J'ai pas de chance. Voilà, c'est le parcours forestier. On va aller voir l'ancien emplacement du chalet. Enfin, le parcours forestier. Parce qu'avant, c'était un chemin. Il reste encore les vestiges de la route en béton. Ceux qui ont un peu le fessier fatigué, vous pouvez vous appuyer sur le mur, mais vous appuyez pas sur les barres en fer. Elles sont pourries, elles peuvent casser. Hein. Mais si vous voulez vous asseoir sur le muret, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je commence à avoir les pieds qui me rentrent dans les genoux. Je suis debout depuis ce matin à 7 h. Ah ouais, ça c'est clair. Quatrième visite. Non, 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 non. C'est mon karma, ma destinée. Le karma, ouais. Allez-y, avancez. Dispatchez-vous. C'est bon, tout le monde est là? Allez, mesdames, on accélère. On se... Remarquez le système de ventilation, la salle des ventilateurs. Donc lorsque le Führer est entré à l'intérieur, on a fermé les grosses portes blindées étanches et on a mis le système de ventilation en recyclage d'air. Donc un ventilateur électrique aspire l'air de l'extérieur, le filtre avec des filtres poussière et gaz et injecte l'air frais par les bouches qui se trouvent au plafond. Le deuxième ventilateur, qui tourne légèrement moins vite, respire l'air par les bouches qui se trouvent en bas des murs. En cas de coupure de courant, on passe en manuel. Donc là, on ouvre toutes les portes intérieures du bunker, sauf les portes étanches, bien sûr. Et on passe en recyclage manuel avec les ventilateurs à manivelle. Par contre, l'évacuation se fait par des clapets de surpression. Là, on est en surpression. C'est-à-dire que le volume d'air intérieur va être supérieur à celui qui va ressortir. Alors, ce sont des tuyaux avec des clapets. En cas d'explosion à l'extérieur, le clapet se referme tout seul. Mais la pression intérieure ouvre les clapets. Vous comprenez le système? Oui. Un système à balancier. Normalement, tous les murs sont habillés de lambris. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des lambris en bois brut, puisque Hitler ne veut pas que le produit chimique ne soit répandu sur les boiseries. La salle de bain que vous avez vue a été remise à l'emplacement d'origine, puisque lorsqu'on a enlevé les enduits qui ont été refaits par l'armée française, on a retrouvé les fixations, les empreintes des fixations. Après la guerre, le bunker antiaérien n'a pas été utilisé ni chauffé, donc tout le bois a pourri.
Et en 1952, l'OTAN a enlevé tout ce bois pourri, a refait un plancher neuf, mais au lieu de remettre des lambris au mur, ils ont refait des enduits qui n'ont pas tenu et qu'on a enlevé. C'est pour ça qu'on a remis du lambris PVC. Parce que le bois pourrit à une vitesse grand V maintenant. Il s'est passé plusieurs choses le jour de la conférence. 3h30, je vous ai parlé du V1 ? Non, je crois pas. Non. 3h30 avant que le Führer n'arrive, un V1 a été tiré de la base de Vignacourt, près d'Amiens. Son gyroscope et son compas se sont déréglés et il est devenu ce qu'ils appelaient les Allemands un avion fou. Ça veut dire qu'il est parti en... Et il a fait demi-tour et il va tomber à 2 km d'ici sur la ferme de Saint-Guilain à 4h30 du matin. C'est un pur hasard de l'histoire. Il tombe derrière la ferme de Saint-Guilain dans le marais. Les charpentes, les toitures vont être soufflées, les vitres cassées, mais il n'y aura aucun blessé. Ah, tant mieux. Par contre, il tombe dans le périmètre de la zone interdite. Le Führer ne sera prévenu de cet incident qu'à la fin de la conférence. Et il se servira de cet incident comme excuse pour repartir le soir même. Pendant toute la journée, Rommel et von Rundstedt vont essayer d'influencer le Führer pour qu'il vienne en inspection en Normandie dans les jours qui suivent. Mais Hitler ne veut pas y aller. Et il va se servir de cet incident. Et le soir, à 23h55, arrive un message qui vient d'Allemagne, de Berchtesgaden. Le Führer demande qu'une enquête soit faite sur la chute du FZ-G76, le V1, qui est tombé près du poste de commandement W2. Et le rapport doit être transmis au commandement en chef de la Wehrmacht, au général Jodl. Le lendemain, Rommel et von Rundstedt attendent la venue du Führer, mais le Führer ne viendra pas parce qu'il est parti la veille, d'après le rapport qu'il reçoit, parce qu'un FZ G76 a fait explosion près du poste de commandement après la conférence. C'est un mensonge. Il est tombé le matin. Puisque les Allemands ne tirent les V1 à cette époque-là que la nuit. Et la nuit, au mois de juin, elle tombe à 22h. Il n'y a pas de V1 qui était tiré en plein jour, puisque les bases auraient été trop vite repérées. Un V1, lorsqu'il décolle, ça fait beaucoup de fumée. Et c'est visible. Hein. Parce que le V1, il vole à 600 km/h, mais c'est pas vite comme vitesse. Hein. Voilà. Vous pouvez très bien le suivre. Comme Bernard Adam, qui était à Vaudson dans la ferme, il l'a suivi du regard le 17 au matin. Il est dans sa cuisine en train de boire le café avant d'aller traire les vaches et il entend un drôle de bruit. Il sort dehors, il lève la tête et il voit une petite flamme orange qui clignote, qui fait un arc de cercle autour du village et la flamme s'éteint. Dans sa tête, lui, c'est un avion allié qui a été blessé et qui va tomber quelque part. Et il entend une explosion, il voit une lueur derrière la colline. Dans l'après-midi, il prend son vélo, il va aller voir l'épave. Et lorsqu'il arrive au sommet de la côte avant la ferme, eh bien, il voit qu'il y a des dizaines d'Allemands qui fouillent partout dans la région. Alors lui, les Allemands, hop, demi-tour, il rentre chez lui. Et il reviendra une semaine après, et là il m'a dit que toutes les toitures en ardoise et en tôle avaient été soufflées. Les peupliers derrière la ferme étaient coupés à 5 mètres d'eau, et il n'y avait plus une feuille sur les arbres. Voilà. Le vin est tombé dans le marais, et il y avait un cratère de 10 mètres de diamètre rempli d'eau. Derrière, dans les peupleraies. Et une chose qui l'avait étonné, c'est que devant la ferme, sur le côté de la ferme, il y avait un champ de patates et le champ était nivelé complètement. Il n'y avait plus une route, on ne voyait plus rien. Voilà. Pendant longtemps, les gens ont cru que c'était un avion qui était tombé sur Saint-Guilain. C'est seulement après la guerre qu'ils apprendront que c'était un verre. Ça, c'est un pur hasard de l'histoire. Alors qu'Hitler est dans son bunker en train de parler des V1, les Anglais vont utiliser pour la première fois sur le super bunker de Eperlek, qui se trouve à côté de Saint-Omer, les bombes Tall Boys. Ce sont des bombes de 6 tonnes qui peuvent percer 10 mètres de béton armé. Et ils vont réussir à le toucher et à faire un trou dans la dalle. Les Allemands s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas résister à un bombardement, d'autres bombardements, et donc ils vont abandonner le chantier. Mais en faisant croire aux Alliés qu'ils continuent les travaux. Et ils transforment le bunker en leur. Et ils vont tout déplacer à 15 km à Viserne, sur la carrière des Visernes, pour construire la fameuse coupole. Alors, la coupole, c'est un dôme de béton qui pèse 70 000 tonnes, qui fait 10 mètres d'épaisseur,
et qui a été construit en 15 jours. Oh, pardon. Alors si vous y allez, imaginez que juste la carapace, hein, pas les ascenseurs, mais la carapace a été construite en 15 jours. Et là-haut, vous avez des prisonniers russes qui ont été jetés dans les coffrages. Et ils ont travaillé jusqu'à mourir de fatigue sur le chantier. Ça, c'est un pur hasard de l'histoire aussi. Pourtant, le 17 juin, Hitler, en venant ici, un autre hasard de l'histoire, aurait dû danser. Il aurait même dû boire le champagne s'il n'avait pas été sobre. Vous savez pourquoi? Le 17 juin, c'est un anniversaire pour lui. 17 juin 1940, il est dans un tout petit bunker de commandement à Brûlis-de-Pêche, un bunker qui fait 7 mètres sur 7 mètres, au W1. Et à midi, il reçoit un message de l'État français demandant l'armistice. C'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Maréchal Pétain, le 17 juin 1940, enterre l'armée française. Et le 18 juin, le général de Gaulle sort une pelle. Bien vu. La pelle du 18 juin. Voilà. Ça fait de l'humour. Super. C'est un pur hasard de l'histoire aussi. Le jour où Hitler est venu ici, le jour où il devrait fêter sa grande victoire sur la France, eh bien il sait qu'il va perdre la France. Si l'armée allemande ne rejette pas les Alliés à la mer, si Paris est pris, la porte de l'Allemagne est grande ouverte. À midi, ils sont venus manger ici, dans le chalet qui se trouvait là. Donc il y avait une grande salle à manger ici. Speidel dit que le Führer a mangé une assiette de riz accompagnée de haricots verts, qu'un SS derrière lui goûtait les plats qu'on lui présentait et qu'un autre avait disposé devant son assiette des petits verres avec des médicaments dedans. Et pendant le repas, eh bien, il prenait ses médicaments avec un verre d'eau. Speidel dit aussi que pendant le repas, pendant le long monologue que Hitler a fait sur les V1, eh bien, il regardait de temps en temps à travers la fenêtre et il voyait la cathédrale de Soissons dans la trouée de Margival. Alors, imaginez qu'à l'époque, il n'y a pas de forêt ici. La forêt n'a pas eu le temps de repousser après la guerre de 14. Ici, c'est des carrières à ciel ouvert, c'est du savard, c'est des friches. Il y a un peu de peupliers, des bouleaux, mais il n'y a presque rien. Donc on voit, si vous regardez dans la vallée, là-haut, si le soleil était bien, eh bien, on pourrait voir les flèches de Saint-Jean-des-Vignes. Et si on enlève la forêt, eh bien, on verrait le sommet de la cathédrale de Soissons. Le W2, après le départ d'Hitler, va être opérationnel, hein, il va continuer à faire son travail, et il va resservir au mois d'août 1944, au moment de la libération de Paris. Le 19 août 1944 vient s'installer ici Walter Model. Model remplace von Rundstedt et Rommel au commandement à l'ouest. Sa mission, c'est d'empêcher les Alliés de passer la Seine. Le 19 août 1944, c'est le jour aussi où la résistance s'insurge à Paris. C'est l'insurrection parisienne. Model, le soir, reçoit un coup de téléphone de von Scholtis. Von Scholtis lui annonce qu'il y a quelques escarmouches dans la capitale, il y a des coups de feu qui sont tirés contre l'armée allemande, mais qu'il a la situation en main. Model lui dit texto, von Scholtis, démerdez-vous comme vous voulez, mais rétablissez-moi la situation à Paris. Si von Scholtis avait voulu, le 19 août 1944, à la tombée de la nuit, il n'y avait plus un résistant français vivant à Paris. Il a 6000 hommes, il a 20 chars Panthères, sans compter les autres chars. Il a 2 escadrilles de bombardiers. En quelques heures, il peut raser l'hôtel de ville et la préfecture de police. Mais il sait très bien que la guerre est perdue et que ça ne servirait à rien de faire ça. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sauver sa peau, mais dans la dignité. Parce que s'il se rend sans combattre, Hitler fera arrêter sa famille et la fera déporter. C'est des nouvelles lois que Hitler a mis en action pour obliger les officiers supérieurs à continuer le combat. Von Scholtis va négocier avec l'ambassadeur de Suède un cessez-le-feu avec la résistance, de manière à ce que les résistances puissent rentrer en contact avec les Alliés. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que les Alliés arrivent plus vite à Paris que les renforts qu'Hitler a envoyés. Parce que si les renforts arrivent à Paris, il sera obligé de faire le coup de poing, de se battre dans Paris. Et lui, il ne veut pas. Parce que le 22, il reçoit un message qui arrive d'ici. Ce message dit « Tous les ponts, tous les ouvrages d'art de Paris doivent être dynamités
Et si l'ennemi pénètre dans la capitale, ils ne doivent trouver qu'un champ de ruines. Signé Adolf Hitler. Il sait très bien que s'il ne met pas en application cet ordre, il sera arrêté, exécuté pour trahison. Donc il va faire préparer la destruction. Mais il précise que le feu ne doit être mis aux poudres que sur ordre écrit et signé de sa main. Le 23, Leclerc reçoit l'autorisation de faire mouvement sur Paris. Le 24, les premiers éléments de la 2e DB entrent dans Paris. Le 25, c'est les combats de la libération. Le 25, le lieutenant Karcher reçoit l'ordre avec sa section d'attaquer l'hôtel Meurice et de faire prisonnier le général du Gros Paris. Il va être aidé par 4 chars Sherman qui vont être détruits les uns derrière les autres pendant l'attaque. Le premier s'appelle le Villers-Cotterêts. Il va être détruit par un canon de 75 anti-chars qui est camouflé dans un jardin rue de Rivoli. Derrière arrive le Lafrancheville qui va être détruit aussi. Suit le Mort-Homme qui va être détruit à son tour. Juste derrière arrive un 4e char qui a le temps de shooter le canon allemand avant qu'il ne recharge. Et ce char s'appelle le Lafaux. Il sera détruit par une grenade qui sera jetée dans la tourelle ouverte lorsqu'il arrivera à l'hôtel Meurice. Mais ce char sera réparé et il ira jusqu'à Berchtesgaden. Voilà. Le 25, von Scholtis capitule. Le 26, à la réunion de 11h30, à la tanière du Loup, Hitler demande où en est la situation à Paris. Mais Paris ne répond plus. Et Hitler pose cette fameuse question, Paris brûle-t-il? Et ni Jodl, ni Ketten, ni les autres généraux ne peuvent répondre. On demande qu'on appelle Paris, Paris ne répond plus, on demande Margival, Margival dit Paris a capitulé. Et là, Hitler va rentrer dans l'une des colères les plus noires qu'il a jamais eues, puisque le général Varlimont, qui fait partie de l'état-major, qui assiste à la conférence, dit que Hitler hurlait tellement qu'il moussait de rage. Et il donne l'ordre que toutes les rampes de V1 du nord de la France qui sont en transport pour être évacuées vers l'Allemagne soient tournées sur Paris et que tous les stocks de V1 disponibles soient tirés sur Paris. Le message arrive ici aux alentours de 11h30. Speidel, qui est venu avec Rommel à la conférence, qui est le chef d'état-major de Model actuellement, lit le message et il comprend qu'Hitler est devenu complètement fou et il se refuse de détruire la capitale parisienne et la plus belle ville du monde. C'est vrai, hein, c'est la plus belle ville du monde, Paris. Cocorico. Il détruit le message. Il dit dans ses mémoires que si Model avait été là, il n'aurait mis aucun temps pour transmettre le message et Paris aurait été bombardé par les V1. Même si le V1 a une précision de 16 km, hein, en prenant la tour Eiffel comme cible, le 26 août 1944, il y a 3 millions de Français qui défilent derrière Charles de Gaulle sur les Champs-Élysées. Ça aurait été un beau saccage. Speidel est arrêté le 1er septembre, pas parce qu'il a détruit le message, mais parce qu'il fait partie de ceux qui ont préparé l'attentat du 20 juillet. Il sera emprisonné, interrogé. Il se sauvera de la prison de Coblence où il est enfermé en 1945. Il sera repris par les Alliés. Il sera remis en prison, jugé à Nuremberg et acquitté à Nuremberg. Grâce à cette fameuse histoire de Paris. Speidel, c'est le seul général accusé de haute trahison qui ne sera pas exécuté par Hitler. Après l'attentat, Hitler va faire exécuter plus de 6000 personnes. Ça va du simple soldat au général. Parce que le maréchal von Klug, qui va remplacer von Rundstedt, lui se suicidera parce qu'il a fait partie de l'attentat. Et il sait très bien que, comme il est convoqué à Berlin, s'il va à Berlin, c'est qu'il va être exécuté. Donc il préférera se suicider. Speidel, pourquoi n'a-t-il pas été exécuté? Eh bien parce qu'il a tout foutu sur le dos de Rommel. Rommel, au mois de septembre, est en convalescence en Allemagne. Il est affaibli et il va servir de bouc émissaire. Monsieur Speidel reviendra ici en 1957 comme commandant en chef de l'OTAN.
Et ça fera un scandale en France puisque des soldats de l'armée française vont refuser d'être commandés par un nazi qui a fait exécuter des membres de la résistance de leur famille. On appellera ça l'affaire Speidel. Et on demandera à M. Speidel de déplacer l'état-major de l'OTAN qui est à Fontainebleau pour l'envoyer à Bruxelles. Je vais vous parler de la résistance. Deux groupes de résistants ont œuvré à la recherche de renseignements pendant la construction de W2. C'est le groupe Gauthier le groupe Birakim de Soissons et le groupe Gauthier de Coucy-le-Château. Le groupe Gauthier Birakim, c'est des jeunes étudiants, ils sont 6, le plus jeune a 15 ans, le plus vieux a 19 ans. Ils ont été encouragés à s'engager dans la résistance parce que des membres de leur famille ont été, pour certains, assassinés par les Allemands en 1941-42. Pour d'autres, ce sont des enfants d'anciens militaires de carrière qui veulent continuer le combat. Donc, encouragés par leur professeur d'histoire, M. Aubrier, eh bien, ils ont pour mission de faire de la recherche de renseignements et de la transmission de renseignements. Donc, lorsqu'ils ont du temps libre, ils se baladent dans la région, ils repèrent les chantiers. Hein, c'est facile à voir, hein, ça grouille d'ouvriers partout ici. Récupérer des renseignements, faire des petits croquis et transmettre, et ensuite c'est envoyé à Londres. Au mois d'avril 1944, ce groupe Birakim a la possibilité d'aider à l'évacuation de la population de Vrony, où le bunker d'Himmler a été construit. Alors, nous avons le propriétaire du château de Vrony, là, M. Collignon, qui avait été réquisitionné par les Allemands pour Himmler. Et à côté du château, un gros bunker comme celui d'Hitler a été construit. Et à côté du château, en contrebas de l'église, il y a une petite maison, il y a des petites maisons qui ont été réquisitionnées par les Allemands. Et on doit évacuer la pauvre grand-mère, c'est une Polonaise qui habite là. Et donc ces jeunes vont aider cette personne-là à évacuer. Malheureusement, dans ce groupe de 4, donc nous avons Patrice de Holin, Jacques Blot, Jacques Mette et Paul Plantier. Les deux Jacques vont avoir l'idée de saboter une boîte de téléphone. Oh merde. Ils vont l'ouvrir, ils vont couper 2 fils. Lorsque les Allemands prennent en charge la maison, qu'est-ce qu'ils font? Le téléphone ne marche pas, donc ils regardent les branchements, ils ouvrent la boîte et ils voient qu'il y a 2 fils de coupés. 2 fils mal branchés, c'est un défaut de fabrication, de montage. Mais 2 fils coupés, c'est un sabotage. Ils vont arrêter 20 otages, ils vont interroger la population, personne n'est au courant de rien. Et si personne ne se dénonce, les otages vont être exécutés. Mais un adjudant de l'armée allemande va dire au responsable du SD, de la Gestapo, il va dire « je vais faire ma petite enquête et puis je vous tiendrai au courant ». Et ils s'aperçoivent que les seuls qui ont pu faire ça, c'est les jeunes qui ont participé au déménagement. Donc les 4 jeunes sont arrêtés. Un va se dénoncer tout de suite, Jacques Blot. Les autres vont être emprisonnés pendant 6 semaines. Au bout de 6 semaines, le deuxième, Jacques Mette, va se dénoncer. Ils vont être tous les deux déportés. Un au Struthof, Jacques Blot, il reviendra en 1945. Et Jacques Mette sera déporté à Mauthausen et ensuite à Ebensee, où il mourra le 30 avril 1945 pendant les marches de la mort. Les deux autres sont libérés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussitôt? Ils vont prendre le maquis. Et Patrice de Holin, qui a fait 6 semaines de prison, lui va prendre le maquis à Olly-Courtil. Et à la libération de Soissons, il va participer à la libération de Soissons, le 27, 28 et 29 août 1944. Le 30, on lui demande de venir faire les gros yeux ici, donc de passer l'Aisne et de venir voir ce qui se trame autour de Margival. Les Américains savent qu'il y a des troupes SS, mais ils ne savent pas combien ils sont, ils ne savent pas comment ils sont. Est-ce qu'ils sont prêts à attaquer? Est-ce qu'ils sont prêts à se défendre? Ou est-ce qu'ils sont déjà partis? Donc M. de Holin, on va lui donner un vieux mousqueton, c'est un fusil, hein, et avec son vélo, il va passer l'Aisne, il va longer le canal, et il m'a raconté qu'il était sur son vélo avec le fusil sur le guidon, et il y a un Allemand qui est sorti du bois qui l'a mis en joue. Et il m'a dit, je me voyais mort, moi c'était bon, il allait tirer. J'aurais jamais eu le temps de poser mon vélo, de prendre mon fusil, en plus il dit, je savais même pas m'en servir. Hein, parce qu'on nous avait donné un fusil, mais c'est tout, voilà. Et vous savez ce qu'a fait l'Allemand? Il a jeté son fusil dans le canal et il a levé les mains. Il a eu une chance incroyable. Il lui a fait signe il lui a expliqué en allemand, parce que bon, à l'époque, on parlait un peu l'allemand. Hein. Normal, on avait eu la guerre de 14 avant et on avait été occupés, donc on connaissait un peu quelques bribes d'allemand dans la région. Donc il lui a dit de rejoindre Soissons et de se faire prisonnier. Et lui, il a continué, il est venu faire une inspection ici. Alors, ça n'a pas duré des heures, hein.
Il a pénétré dans le gros bunker de transmission et dans la première pièce, il a vu qu'il y avait un bazar pas possible, il y avait des papiers partout, les tiroirs étaient ouverts, les armoires ouvertes. Il dit j'ai ouvert quelques tiroirs, j'ai trouvé un paquet de cigarettes anglaises, je les mets dans ma poche, puis je suis reparti. Je suis retourné à Soissons, j'ai dit qu'il n'y avait plus personne, que c'était abandonné, puis ça s'arrêtait là. Par contre, l'autre groupe de résistants, le groupe Gautier, eux avaient préparé un attentat pour tuer Hitler. Grâce à une information qu'ils avaient en rinçant le gosier d'un soldat allemand, ils avaient appris qu'Hitler devait venir faire une inspection W2. Et donc, ils avaient mis en place un attentat. Le projet, c'était, ils avaient un bazooka, des explosifs, c'était de détruire la voiture d'Hitler quand il viendrait. Mais il fallait savoir quand il arriverait, par où il allait passer, à quelle heure il arrivait, qui serait sa garde. Donc il y avait besoin de beaucoup de renseignements. Et le groupe n'est pas assez gros pour surveiller les 8 routes qui donnent accès au site. Donc ils vont faire ami-ami, quoi. Ils vont faire des alliances avec d'autres groupes de résistants. Mais un de ces groupes, malheureusement, est vérolé par la Gestapo. Il y a 2 agents français qui ont été retournés et le groupe est dénoncé. Et le 7 juin, alors qu'ils ont participé au sabotage d'une ligne de chemin de fer en forêt de Coucy, le 7 juin au soir, alors qu'ils attendent des informations à la radio de Londres, eh bien les SS vont attaquer la maison à la grenade et à la mitrailleuse et ils vont être assassinés tous les deux. Alors, le chef du groupe, Raoul Gautier, et son beau-fils Daniel Lefebvre. Les 2 femmes vont être arrêtées. Madame Gautier sera déportée à Ravensbrück. Elle reviendra en 1945. Lorsqu'elle est partie, elle faisait 100 kilos. Elle est revenue, elle faisait 37 kilos. Sa belle-fille, Madame Lefebvre, elle, par un hasard heureux de l'histoire, lorsque les soldats la poussent dehors pour la faire monter dans le camion, un lieutenant SS va la mettre à part, il va l'arrêter, et elle a un bébé dans les bras de quelques mois. Il va ouvrir une porte, il va la mettre dans la pièce, il va refermer la porte. Et elle a toujours dit à ses enfants, son fils Yves Lefebvre, qui est venu nous raconter l'histoire, qui est venu en pèlerinage en 2014, nous a dit, maman nous a toujours dit, je ne sais pas pourquoi ce jeune nazi a fait ça. Peut-être qu'il était jeune papa aussi. Mais si j'avais été envoyé en camp de concentration, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'une jeune maman avec un bébé, c'était la chambre à gaz aussitôt. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Les légendes de Margival. Le poste d'incendie qui était là était fermé à l'époque par une porte en fer. Et tout le monde croyait que c'était la sortie secrète du souterrain qui allait du tunnel au chalet. Il n'y a pas de souterrain secret. L'étang de Margival qui est en contrebas, il n'y a pas de matériel qui a été jeté par les Américains en partant. Les Américains sont partis en 66, l'étang a été creusé en 72. Il n'y a pas non plus d'emmurés vivants dans les bunkers. Tout ça, c'est des histoires. Ça fait partie des légendes. Voilà. On va continuer la visite, on va aller à la piscine. Voilà. Alors, il y avait de l'eau, on sera obligé de la clôturer et de la dépolluer 2 fois par an. Donc, sans eau, c'est plus facile à balayer les feuilles au fond du trou que de la vidanger et de tamiser la boue qu'il y aurait. Alors, vous vous trouvez devant la piscine d'Eva Braun. Ça, c'est pareil, c'est une légende. Eva Braun n'est jamais venue ici. Ce nom-là est venu du folklore local. Hitler n'emmenait jamais sa maîtresse avec lui en déplacement parce qu'il trouvait qu'Eva Braun était un peu rasoir en voyage. En voyage Braun. Rasoir de voyage oui. Braun. Voilà. Donc cette piscine, c'est une piscine, puisqu'elle a été étudiée aussi pour que les hommes puissent s'y baigner. Normalement, ici, à l'époque, il y avait une baraque en bois qui avait été construite. Là, dans la colline, il y a une petite carrière souterraine qui est bouchée actuellement, qui avait été fortifiée pour faire un abri anti-aérien. Cette piscine, elle sert de réservoir pour alimenter le tunnel en eau, puisque ça permet de recharger les locomotives en eau, parce que ce sont des locomotives à vapeur, et en même temps de lutter contre l'incendie. Mais elle sert aussi de trop-plein aux 2 énormes réservoirs de 500 mètres cubes qui sont dans la colline. Alors ce sont des énormes bunkers enterrés, c'est des citernes, mais blindées, avec portes blindées, qui sont alimentés par les diverses sources qui ont été captées dans la région. Là vous avez une tôle sur le passage, c'est une petite source qui est captée, il y a des bacs de dessablage, l'eau est envoyée derrière une station de surpression, et ensuite
ralimente les réservoirs. Les réservoirs, lorsque c'est plein, alimentent la piscine. Et le trop-plein retourne au ruisseau. Alors ce sont des réservoirs sécurisés, mais l'eau circule, c'est de l'eau courante dedans. Hein. Puisqu'à chaque fois que le niveau baisse à un certain niveau, les pompes remplissent les citernes. C'est pour éviter que l'eau ne stagne. Parce que de l'eau croupie, c'est un poison. Hein. Si vous avez l'occasion de boire de l'eau croupie, vous avez intérêt à prendre des cachets pour la diarrhée après. Hein. Voilà. La visite est terminée. Maintenant, on va redescendre par le petit chemin. Là, vous avez 2 bunkers de combat à visiter. Alors, soyez patients, parce que c'est gros à l'extérieur, mais petit à l'intérieur, donc on ne rentre pas à plus de 6. Hein. Mais vous en avez 2, donc s'il y a du monde là, vous pouvez aller à l'autre. L'association SW2 qui vous a accueilli aujourd'hui avec plaisir, vous remercie de votre visite. Sachez une chose, c'est que les visites de mars à septembre sont toujours gratuites. Même sur réservation et même pour des bus, pour des groupes, pour des scolaires. Si vous voulez venir avec des groupes, vous pouvez réserver en semaine le vendredi après-midi, hein, mais pour des groupes de plus de 20 personnes. Voilà. Si vous voulez nous aider dans notre travail de sauvegarde, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des tirelières, une petite pièce. Hein. Si vous avez faim, il y a des crêpes. Si vous avez soif, il y a du café, il y a du champagne, il y a de la potion magique, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous avez aussi de la littérature pour ceux qui sont férus d'histoire et qui voudraient une trace. Vous avez une clé USB aussi dessus. Il y a le reportage des RMC Découvertes, il y a un reportage sur Eva Braun, il y a un reportage sur les V1, il y a un reportage sur le canon, le canon V3 et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vous laisse carte libre. L'entrée, c'est entre là et là-bas. Oui, oui. Il y a peut-être ça fait. Et puis on ne sait pas le volume de terre enlevé. Oui, il y a des règles. Ouais. Ouais, quand on voit là, il y a la queue là-haut. Tu l'as pris avec le... Oui. Non, je parle à Tom, excuse-moi. Ouais. Ils ont mis un mur en briques là. Pour pas y monter là-haut, je suppose.